Dans cette petite voiture qui sillonne les vignobles du Maine-et-Loire, se prépare une révolution dans l'art de déguster le vin. Francky Trichet est un scientifique de l'université de Nantes et il a rendez-vous avec 3 cobayes dans une exploitation viticole. Là, je pense qu'on arrive. Chez la famille Carroget, à 3 quarts d'heure d'Angers. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Bonjour. Alors, prêt pour le test? Hyper content de savoir ce qui se passe dans nos têtes quand on déguste. Eh ben, on y va. Jacques, Agnès et leur fille Marie ont accepté de participer à une expérience. Le chercheur va mesurer les émotions des vignerons. Et puis là, ici, c'est le lieu de vinification pour les rouges. Pendant la dégustation de leur propre vin. Ah ben, nous y voilà. Le scientifique va leur faire essayer sa machine, baptisée Alors. NeuroKiff. On va commencer l'expérience. Donc l'expérience, elle est assez simple. Je vais d'abord vous mettre un casque neuronal sur la tête. C'est de l'électroencéphalographie. Lorsque votre cerveau s'active, lorsque les neurones s'activent, ils produisent de l'électricité, des ondes. Et ce casque-là, il va ni plus ni moins enregistrer ces ondes-là pour voir si vous êtes plutôt sur des émotions positives ou plutôt sur des émotions négatives. Donc là, on voit tout de suite qu'on est connecté à votre cerveau. Le logiciel va interpréter les ondes cérébrales de Jacques, que l'on voit ici, et les traduire en émotions. L'expérience débute par un petit verre de vin blanc. Pendant 20 secondes, le degré d'émotion du vigneron va être enregistré, puis traduit sur cette courbe. Tout ce qui est au-dessus de 10, c'est les émotions positives. Tout ce qui est en dessous de ce seuil de 10, c'est les émotions négatives. Donc là, vous êtes parti sur une expérience à 12. Et là, vous avez eu plutôt une constante. Ce qui est intéressant, c'est ce pic-là, qui correspond à votre deuxième mise en bouche, qui pour moi était plutôt positive. Donc on est sur une expérience très favorable. Je l'ai senti, le deuxième petit pic. C'est-à-dire, j'ai senti des parfums, j'ai senti un certain nombre de choses que je n'avais pas forcément au démarrage. Bah Marie, on va passer à vous. Marie est sous pression, car cette cuvée, elle ne l'a jamais vraiment appréciée. Impossible de tricher ou de mentir. Alors, quel va être le verdict du NeuroKiff? Donc là, on voit bien une belle première attaque de mise en bouche, parce que vous êtes monté à 16. Surprise, son émotion est très positive. Ce petit vin blanc, elle l'a bien aimé. C'est ma première vinification qu'on a fait ensemble et j'étais pas très contente. On a toujours eu un petit litige sur ce vin-là, donc du coup, en fait, je suis d'accord avec papa. Il serait donc aujourd'hui possible de capter, à l'aide de ce simple casque, nos émotions les plus intimes. Une technologie digne d'un film de science-fiction qui ne fait pas l'unanimité dans la cave des Carroget. C'est une machine, quoi. C'est un intrus, c'est quelque chose d'extérieur à moi, en fait. Donc c'est pour ça, ça me fait peur un peu. Toutes nos émotions décodées, révélées, déchiffrées. Un trésor que convoitent aujourd'hui les industriels. Pour les gens qui font du neuromarketing, c'est le Graal de fait, parce que si on arrive à comprendre ou à faire en sorte de toucher l'émotion, l'émotion c'est ce qu'il y a de plus fort, ou peut-être de plus subtil, de plus sensible de l'être humain. Donc oui, ça intéresse les gens parce que c'est ce qui nous fait acheter ou pas acheter. Ondes cérébrales, fréquences cardiaques, expression du visage ou encore analyse de la voix. Ah, j'en ai vraiment marre, ça suffit maintenant. Ce sont les nouveaux outils d'un marketing qui veut tout savoir de vous avant que vous ne le sachiez vous-même. Ah, là on a de l'intérêt. A priori, vous avez besoin de lessive. Dans notre vie quotidienne, plus de 80% de nos actions sont commandées par nos émotions. Pour les industriels, la connaissance de nos ressentis est donc un enjeu majeur pour nous séduire et déclencher un acte d'achat. Plus vous êtes dans un achat qui est un achat d'impulsion, plus l'émotion va jouer un rôle important, donc en particulier dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'alimentaire. La chasse aux émotions se poursuit jusque sur Internet. Les colères, les passions y foisonnent et leur captation est devenue un véritable business. On repère les gens mécontents qui aujourd'hui font des scandales sur Twitter et nous on est là pour les entendre et avoir un marketing qui va être plus adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Industrie agroalimentaire, cosmétique, spécialiste du voyage ou encore constructeur automobile,
60% des grandes entreprises utiliseraient ces techniques de capture des émotions. Pour comprendre l'intérêt de ces nouvelles technologies, nous avons décidé de les tester avec l'aide de spécialistes et de scientifiques. Que mesurent-elles exactement? Sont-elles fiables? Et surtout, les industriels ont-ils désormais le pouvoir de lire et de décoder nos émotions? Ok, c'est passé au travers du test, on y arrive. Cette enquête dans le monde des émotions commence chez moi. Je me suis portée volontaire pour devenir panéliste, comme ces milliers d'anonymes payés par les marques pour répondre à des sondages. Aujourd'hui, installée à mon bureau, je vais devoir donner mon avis sur une publicité. Contre toute attente, pas de questionnaire à remplir, tout va se passer directement via la caméra de mon ordinateur que je dois centrer sur mon visage. Des points rouges s'affichent pour calibrer la direction de mon regard. Je dois ensuite donner mon accord pour être filmé. La publicité à tester est celle d'une marque norvégienne. Elle montre un homme qui dirige sa maison entièrement par des commandes vocales. Mais après une anesthésie chez le dentiste, sa voix est modifiée et il ne peut plus rentrer chez lui. Effet comique garanti. Pendant mon visionnage, un logiciel décrypte seconde après seconde les émotions que je ressens. Pour cela, mon visage est quadrillé par un algorithme afin de détecter mes expressions, même les plus discrètes. Cette technologie s'inspire des travaux du psychologue américain Paul Ekman, qui, dans les années 70, a identifié tous les muscles responsables de nos expressions. Les 6 émotions universelles de l'être humain ont été classifiées. La peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie et la surprise. On appelle ça le facial coding. À la fin de la publicité, comme des centaines d'autres testeurs anonymes, je dois envoyer ma vidéo pour que mes émotions soient analysées en détail. Quelques jours plus tard, j'ai rendez-vous au siège parisien de l'une des 10 grandes entreprises internationales qui se partagent le marché de la reconnaissance faciale d'émotions. ICEE est une société belge, elle est présente dans 45 pays et c'est elle qui m'a envoyé le test de la publicité. Bonjour. Bonjour. Et quand je rencontre le directeur... Je crois que la vidéo que je vous ai envoyée, ça vous a plutôt plu. Il sait déjà tout ce que j'ai ressenti. Regardez, c'est vous là, vous êtes là. Je vais donc découvrir ce que les panélistes ne voient jamais, l'envers du décor, c'est-à-dire les données que l'on peut tirer de mon visionnage. Donc vous avez ici ce qu'on appelle l'eye tracking, qui est en fait le suivi de votre regard. Ça, c'est mon regard. Exactement, plus c'est rouge, plus c'est intense. Et ici, vous avez la construction de vos émotions, en termes de nombre d'émotions, mais aussi en termes d'intensité de vos émotions. Cette technologie se vante de pouvoir reconnaître 91% des émotions exprimées. Confusion, peur, dégoût ou encore surprise. Et dans votre cas, on a eu beaucoup de neutralité au début du film, donc c'est tout ce que vous avez en gris ici. Mais à partir du moment où le ton humoristique a été mis en place dans la publicité, vous êtes, vous, personnellement, ça sera peut-être différent sur d'autres participants, quasiment en saturation dans l'émotion positive, ce qui est particulièrement intéressant et particulièrement apprécié par les marques. On dit qu'en général, avoir des émotions positives, de la joie sur les dernières secondes, c'est un gage d'amélioration de la mémorisation du message entre 2 et 2,5 fois. Faire appel aux émotions, c'est donc la promesse de marquer les esprits, même si l'impact sur les ventes est difficilement chiffrable. Le facial coding décrypte nos ressentis directement sur les visages. Une méthode beaucoup plus efficace qu'un sondage téléphonique ou un questionnaire écrit qui laisse le temps aux panélistes de réfléchir. Parfois on ment,
Parfois on travestit la vérité. Pourquoi ? Parfois on voudrait, parce qu'on se trouve toujours un peu plus beau que l'on est. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ces méthodes sont beaucoup plus pures, sont beaucoup plus dans l'observation, elles sont moins dans ce qu'on appelle le déclaratif des consommateurs, et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est manifesté de façon non verbalisée par les consommateurs, parce que ça aura un intérêt, une véracité beaucoup plus importante. Le facial coding est donc en train de révolutionner les études marketing. Aujourd'hui, plus de 60% des grandes marques en seraient devenues accros. Il permet en un clic de tester des centaines de personnes en même temps et coûte 2 fois moins cher que les sondages classiques, autour de 8 000 € pour l'évaluation d'une publicité. Mais il n'y a pas que l'efficacité des publicités qui intéresse les entreprises. Ce qu'elles veulent savoir aujourd'hui, c'est si leur produit va faire la différence par rapport à un autre en magasin. Pour cela, cet homme a une solution et elle se trouve dans sa valise. Bonjour. Bonjour Laure. Ah, grosse valise quand même, hein. Oui, donc écoutez, on va mesurer vos émotions. Antoine Desvart est consultant en neuromarketing. Il y a 5 ans, il a créé une société qui propose de mesurer les émotions des consommateurs en enregistrant leur rythme cardiaque grâce à ce bracelet. Donc c'est le capteur qu'on va mettre sur votre bras. Je vais vous l'installer. Ce brassard va capter les pulsations de mon cœur et dire en temps réel si je ressens une émotion ou pas. Et c'est parti. Le capteur est relié à une application qui donne, sur une échelle de 1 à 100, l'intensité de mes ressentis. Donc voilà, là vous êtes tout à fait détendu, avec un engagement émotionnel de 16. C'est quoi, 16? Ah, c'est presque de l'indifférence. Vous êtes très détendu. Et je vous ai apporté aussi donc, des lunettes d'eye tracking. Et donc ces lunettes vont filmer ce que vous regardez, impeccable. Ces lunettes vont permettre de savoir quel est précisément l'article que je regarde en rayon au moment où j'ai une émotion. Et bien maintenant, on va se promener dans le magasin et je vais mesurer votre intensité émotionnelle. Le but de l'expérience, tester l'impact des produits sur mes émotions. Et ça commence dans le rayon boîte de conserve. Donc là, on a une intensité très basse. Est-ce que je suis à combien? 4. Alors, les rayons boîte de conserve, moi, ça n'a jamais été mon... Oui. Ah, je suis en fait. Ah, ben voilà, ça monte. Ah, c'est vrai? Ah oui, non, mais vraiment, vraiment. Donc, vous avez réellement besoin de shampoing, je pense. À ce stade, l'algorithme traduit correctement mes centres d'intérêt. Mais à ma grande surprise, c'est au rayon lessive que mon émotion va faire un bond, lorsque je saisis machinalement une bouteille à portée de main. Ah, là on a de l'intérêt. C'est marrant parce que vous y êtes allé directement et on est à 39, c'est pas mal. Il y a un engagement émotionnel avec une mémorisation. Donc c'est déjà un énorme pas pour cette marque parce que vous voyez, il y en a une trentaine, une quarantaine, mais celle-là vous l'avez retenue. Plus mon émotion est forte, plus ma mémoire va retenir le produit. Pour les marques, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet de capter des sensations dont je n'ai pas conscience. Nos émotions durent parfois moins d'un 25e de seconde. En fait, le mesure de système physiologique permet de donner des informations sur ce qu'un être humain ne peut pas formuler. Pas parce qu'il veut le cacher, mais il ne peut juste pas le formuler. Vous ne pourriez pas dire exactement où vous avez regardé. Vous ne pourriez pas dire quel engagement émotionnel vous aviez. C'est impossible. Si je vous pose la question, je vais vous dire de 0 à 10, quel était votre engagement émotionnel sur une fleur, sur des légumes ou sur des fruits. C'est impossible à exprimer. Notre cerveau ne peut pas le faire. Le problème, c'est que le contexte de nos achats, l'ambiance du magasin ou encore notre humeur peuvent influer sur notre rythme cardiaque. Le test est fini, là? Dans ces conditions, difficile de dire à coup sûr si c'est bien un des produits en rayon qui a provoqué une émotion. Et alors, du coup, vous en tirez quoi de mon test? En fait, la technologie fonctionne très bien. C'est dans l'interprétation qu'il y a des efforts à faire. Et donc, au plus on utilisera ces techniques, et au plus les entreprises pourront comprendre à quel moment il est pertinent de les utiliser et ce qu'on peut en attendre ou ne pas en attendre. Pour vérifier justement ce que l'on peut attendre de ces nouvelles technologies et évaluer leur fiabilité, nous nous rendons à Genève. L'université de la ville abrite le CISA, le Centre interfacultaire des
sciences affectives. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre laboratoire. Le professeur David Sander a créé ce laboratoire de recherche il y a 14 ans. Ici, toutes les manifestations de l'émotion sont décodées, comme avec ces électroencéphalogrammes ou encore ces analyses de la pupille. Le laboratoire dispose même de son propre IRM. Alors ici, nous faisons une étude sur l'activité cérébrale quand des participants voient des images ou entendent des sons qui peuvent être émotionnels ou moins émotionnels. Car quand nous ressentons une émotion, près d'une dizaine de signaux physiologiques apparaissent. L'activité électrique du cerveau et son oxygénation s'intensifient. Les pupilles se dilatent, les muscles du visage s'activent, le rythme cardiaque s'accélère, la température corporelle augmente, ainsi que la sudation. Aujourd'hui, l'une des technologies les plus prometteuses en matière de capture des émotions, c'est celle-ci. Didier travaille ici sur un logiciel qui reconnaît les émotions directement dans nos intonations. Le chercheur m'équipe d'un micro pour faire un test de détection dans ma voix de la colère. Voilà, j'ajuste juste le micro et vous allez faire maintenant une voix normale. Bonjour, je suis à Genève et nous allons parler émotion aujourd'hui. Voilà, là vous allez produire une vocalisation de colère. Ah, ça suffit, hein? Encore? Ah, j'en ai vraiment marre, ça suffit maintenant. Immédiatement, la machine fait la différence entre les deux intonations. Pour le neutre, vous voyez qu'en fait c'est plus bas, donc c'est une voix plus grave, que pour la colère qui est plus élevée. Cet algorithme identifie les émotions de la voix avec une fiabilité de 65%, un taux comparable aux performances humaines. Ça, il fait une analyse spectrale en direct. La technologie est de plus en plus utilisée par les marques, mais sans que nous le sachions vraiment. Ça fait une dizaine d'années à peu près que dans les services clientèle, donc quand vous téléphonez pour vous plaindre de quelque chose ou pour demander un renseignement, si vous avez une voix qui est détectée par les algorithmes, donc par les machines, plus colérique qu'une autre personne, eh bien vous allez être prioritisé, c'est-à-dire vous allez passer devant cette personne. Ah, donc il faut plutôt crier quand on appelle c'est un conseil qu'on peut donner, oui. Est-ce qu'il peut y avoir des abus dans le service? Après, la personne est au courant et puis que c'est bien explicité, moi je vois pas de problème. Le problème c'est que si vous le faites sans que ça soit explicité, ça c'est un problème. Difficile de dire combien de services téléphoniques en France utilisent ces méthodes. Les entreprises restent très discrètes sur le sujet. Si les industriels cherchent à décoder notre voix, ils s'intéressent aussi de près à une autre donnée, la transpiration. Bien, je vous laisse vous installer et je vais vous poser les électrodes. Ces électrodes vont mesurer la microsudation générée par mes émotions. Une réaction que l'on voit s'afficher sur cette courbe verte. Si jamais je fais aussi un bruit fort comme ça par exemple, voilà, on voit que ça remonte à 1 à 4 secondes après. Rien que le fait que j'ai stimulé comme ça, voilà, et là vous êtes étonné, donc ça monte, ça monte, ça monte. Le corps réagit au fait d'avoir une émotion, un stress. C'est des réponses qu'on ne peut pas inhiber. Donc si la personne ment, elle fait une réaction par exemple. La sudation n'est pas contrôlable. C'est elle que le détecteur de mensonges traque depuis les années 50. Utilisée par les services de renseignement, cette technologie pénètre aujourd'hui l'univers du marketing. Ok, très bien, je vais vous passer la vidéo et puis je vous laisse. Pour tester la machine, on me fait visionner des images, parfois apaisantes, comme ce sous-bois, ou plus dérangeantes, comme cet enfant malade. Dans la salle de contrôle, les chercheurs analysent mes réactions. Ça c'est neutre, donc il n'y a pas de raison qu'elle fasse des activations. Là c'est une image bien dégoûtante. Si on voit clairement visiblement, elle n'aime pas ça du tout. Jusque-là, la technologie retranscrit fidèlement tous mes ressentis. Mais les marques peuvent-elles se fier à de simples courbes pour savoir ce que nous aimons vraiment? Grâce à une petite astuce donnée par les deux scientifiques, je vais tenter de duper la machine. Ils me projettent une nouvelle image neutre, et pourtant cette fois-ci, la courbe va signaler une forte émotion. Elle produit quand même des réponses à cette image neutre. En réalité, lorsqu'une image est banale,
j'imagine une scène bouleversante pour faire réagir artificiellement mon corps. Cette technique de brouillage, employée par le contre-espionnage, prouve que l'on peut faire mentir cette technologie. Bien, allez, on va vous enlever tout ça maintenant. Le bilan de cette expérience pose la question de la fiabilité des mesures d'émotion, notamment en matière de marketing. Nous avons fait des études pour montrer que le corps arrivait très bien à faire la différence entre une odeur de vomi et une lavande. Ça, il n'y a pas de souci, le corps va avoir des claires différences. Mais dès que vous vous mettez à chercher à avoir des différences pour deux produits, un lilas lavande et un lilas avec un truc floral dedans autre, le corps a aucune raison de faire la différence. C'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de gens recherchent, à trouver ces mesures-là, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Nos émotions, un trésor encore bien gardé, mais pour combien de temps ? Dans cette course aux émotions, une autre méthode, massive, est en train de révolutionner ce business. Les marques se tournent désormais vers le web et son big data. Réseaux sociaux, articles, forums, sites internet, nos émotions s'étalent partout, publiquement sur la toile. 37 milliards de publications par jour. Pour capter et traiter toutes ces données stratégiques, des centaines de sociétés comme celle-ci se sont lancées dans une nouvelle activité, l'analyse de nos sentiments. Donc voilà, là en fait on est au niveau de notre logiciel. Et là ici par exemple on a l'ensemble des conversations dans le monde entier qui parlent d'automobile et de l'ensemble des marques. Donc là vous voyez des choses, il y a plein de contenus qui arrivent en temps réel du monde entier, en chinois ici, en anglais ou dans toutes les langues. Là par exemple on peut demander de n'accéder que à des contenus qui vont exprimer la colère. Et on va voir, par exemple, des gens ici qui se plaignent de différentes marques d'automobiles sur le web. Et typiquement, eh bien, là, on voit un contenu d'un utilisateur sur Facebook, sur une page publique, qui écrit « Voiture du peuple, point d'interrogation ». Ils sont pas au courant chez Tesla que les Européens n'ont plus de pognon. Donc clairement, qui semble attaquer Tesla sur leur politique tarifaire. Le logiciel peut même repérer les sentiments sur les images, comme par exemple la joie. Vous voyez, donc là, bien effectivement, on a une voiture et puis on a des gens qui sont souriants, ce qui va permettre aux marques d'identifier potentiellement des ambassadeurs ou des influenceurs qui pourraient dire du bien de leur marque. Pour comprendre l'intérêt de ces filtres pour les entreprises, nous ne résistons pas à rentrer le nom de notre émission dans la machine. Et donc là, vous avez tous les emojis qui sont les plus utilisés autour de ces conversations sur l'émission que vous voyez apparaître et leur taille va être fonction de la fréquence. L'entreprise dispose aussi de la localisation des internautes. Elle connaît leur sexe, leur âge et même leur profession. Mais l'information la plus intéressante, c'est la compilation de toutes les émotions suscitées par envoyé spécial. En vert, environ 9% d'émotions positives contre 37% de négatives. 37% de sentiments négatifs, ça fait beaucoup quand même, hein ? Mais en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que pour un magazine d'actualité comme Envoyé spécial qui cherche à faire réagir, qui cherche à susciter de l'émotion, de l'engagement, eh bien on voit que si on additionne les contenus négatifs et positifs, on est à plus de 45% de contenus qui sont émotionnels. C'est-à-dire que les gens sont engagés, ils ont envie de discuter, ils ont envie de prendre part à la conversation. Et on a seulement 54% de contenu neutre. Pour donner une comparaison, pour la plupart des clients pour lesquels on travaille, en fait, ont à peu près 90% de contenus qui sont neutres. Aujourd'hui, face à l'omniprésence des réseaux sociaux, l'analyse des émotions sur le web est devenue une nécessité pour les entreprises. On repère les gens mécontents qui ont envie d'être entendus. Avant, ils faisaient un scandale au guichet d'un magasin. Aujourd'hui, ils font des scandales sur Twitter. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une prise de pouvoir aujourd'hui du consommateur par rapport aux marques. Et des marques qui doivent être beaucoup plus réactives et beaucoup plus à l'écoute que ce qu'elles n'étaient auparavant. Mais ces captures de sentiments sont-elles bien légales? A priori oui, car les contenus sont publics. Pourtant, contactée par nos soins, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, rappelle ses principes. Le fait qu'une donnée soit publique et disponible en ligne ne lui fait pas perdre son statut de données personnelles. Dès lors, l'enregistrement et l'utilisation de cette donnée suppose d'informer les personnes concernées et de leur permettre de s'opposer à la collecte de ces informations. À
ce jour, l'organisme de contrôle ne s'est pas encore exprimé officiellement sur la légalité de cette collecte de données. Que nos émotions soient capturées sur le web ou en testant des panélistes, ce business ne cesse de progresser. Il devrait atteindre 35 milliards d'euros d'ici 2025. Agroalimentaire, cosmétiques, banques, énergie, constructeurs automobiles, mais aussi luxe et communication, près des 2/3 des grandes entreprises feraient appel à ces technologies. Nous avons tenté de contacter des marques, mais aucune n'a souhaité répondre à nos demandes d'interview. Mais non, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre positivement. Même le Scalab, le laboratoire du CNRS qui travaille sur le sujet, a décliné notre demande de tournage, ne souhaitant pas évoquer ses liens avec les industriels. De notre côté, France Télévisions déclare dans un communiqué de presse utiliser les captures d'émotion pour tester ses publicités sur des panélistes volontaires. Une pratique courante dans les grands groupes audiovisuels. Mais là encore, pas moyen d'en savoir plus. On ne le fait jamais de s'exposer sur nos propres antennes. Donc voilà, c'est une posture déontologique en fait. Les marques préfèrent ne pas communiquer par peur d'être accusées de manipuler nos esprits. Comme cette société qui vend le décryptage de nos émotions dans la voix. Il y a des fantasmes autour de ça, avec la peur comme ça, du Big Brother, des écoutes et des choses comme ça. Face à l'exploitation commerciale de nos cerveaux et au risque de manipulation, certains sont rentrés en résistance. Ça c'est l'armée anti-GAFA. Ces militants font partie d'un collectif d'artistes et d'ingénieurs. Ils luttent à leur manière contre la capture de nos données et de nos émotions par les géants du web. On est dépassé par la puissance de ces grands acteurs et finalement il y a peu de moyens pour agir. Donc un des moyens que nous on a trouvé pour agir, c'est la fantaisie. Bonjour à tous, nous sommes ravis. Le collectif s'est installé dans ce lieu alternatif en plein Paris. C'est la fête à la data. Ici, à Grande Contrôle, encore plus de data pour nourrir les GAFA. Venez. Les artistes alertent le public sur l'utilisation de leurs données les plus intimes. Bastien, par exemple, a mis au point cette installation à peine croyable, réalisée sans trucage. Il fait léviter une assiette de chips et de saucissons grâce à un électroaimant qui maintient l'assiette en suspension. Puis il équipe les patients d'électrodes, elles aussi reliées à un ordinateur. Moi, j'ai pas envie que vous voyiez tout. Les cobayes doivent mentaliser l'assiette. Fermez les yeux, respirez bien. Et par la seule force des ondes électriques de leur cerveau, la faire vaciller ou la faire tomber. Certes, on s'amuse, on fait léviter du saucisson, et en fait, les gens, peut-être pour la première fois de leur vie, ils se posent la question « Ah, ok, on peut donc capter nos ondes cérébrales, et qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Ça fait peur, effectivement, qu'ils arrivent à capter ces émotions-là, qu'on ne contrôle plus, qu'on n'est plus maître de ça, que ça ne nous appartient plus. Non, je crois que c'est assez flippant. Ces peurs sont-elles justifiées? Bastien est designer, spécialisé en interface cerveau-machine. Il a déjà été approché par des entreprises souhaitant utiliser ces technologies à des fins mercantiles. Des demandes inquiétantes, évidemment, on en a certaines. Par exemple, pour une société d'assurance qui nous demande si, lors d'un litige, dans un accident de la route, si les conducteurs avaient un casque neuronal, est-ce qu'on pourrait, à partir de l'onde cérébrale, comprendre s'il y avait une volonté du conducteur à passer le stop, à passer au feu rouge, ainsi de suite, s'il y avait une conscience à ce niveau-là. Et ça, c'est une dérive? Ça vous fait peur, ça? En fait, c'est une dérive parce que, in fine, l'assurance qu'elle va vouloir, c'est là, tu avais l'intention de causer l'accident, donc du coup, tu n'es pas protégé. Pour sensibiliser les passants à la valeur commerciale de leurs données, le clou du spectacle, c'est ce casino, ironiquement baptisé Las Datas, où les visiteurs doivent donner des informations personnelles contre des jetons. Donc pour jouer à ces belles machines, il va falloir que vous nous donniez quelques données personnelles. Et en échange de ces données personnelles, je vous donnerai des jetons, d'accord? Donc on va voir jusqu'où vous êtes prêts à aller pour avoir des jetons. Donc, votre prénom, est-ce que vous êtes prêts à me donner votre prénom? Ça va aller, ouais. Pierre. Pierre? Kevin.
Kevin. Donc vous avez un jeton. Emmanuel. Donc un jeton. Le nom, vous pouvez me le donner ou pas? Nom de famille? Ouais. Recula. Alors ça c'est 2 jetons. 29 ans. T'as 29 ans, alors l'âge c'est 3 jetons. Alors pour beaucoup de jetons, il faut jouer à la machine. Hein. La carte bleue, le numéro de sécurité sociale. Au final, les participants ont gagné chacun une vingtaine de jetons et une bonne leçon. Ça montre qu'on est capable de donner s'il y a quelque chose derrière. C'est vrai qu'on se rend compte, on fait facilement confiance. On ne vous connaît pas et on doit donner un certain nombre d'informations sensibles quand même. Donc c'est vrai que ça nous fait nous remettre un petit peu en question. Hein. Mais d'après nos artistes ingénieurs, le pire est à venir du côté de nos émotions. Car le grand public ignore toujours l'utilisation de ces ressentis. On a même vu des gens nous confier leur numéro de carte bleue pour pouvoir avoir des jetons et jouer. Donc on imagine bien que des données comme des données émotionnelles, on peut les récupérer encore plus facilement puisqu'elles sont quasiment invisibles. Transparence, utilisation et propriété des données. En attendant que ces questions éthiques soient débattues, le business de nos émotions s'annonce comme l'un des plus prometteurs de la prochaine décennie.